Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, selon le moment de la journée où vous regardez cette vidéo, cet enregistrement. Euh, dans cette vidéo, je vais vous exposer mon travail de recherche. Oui, le travail que j'ai fait, que j'ai travaillé tout au long du semestre, on l'exposera. Et bon, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, pour mettre ici pour partager mon écran. Oui. Voilà, maintenant, je crois que vous pouvez regarder mon écran et voilà, voici les diapositives. Alors, mon projet a pour nom l'usage des mots de remplissage dans le discours des jeunes Mexicains. Et on va continuer et on commencera avec une petite introduction, d'accord, avec un tout petit résumé pour expliquer euh, ce que j'ai fait, oui, ce que j'ai fait dans ce travail. Ce travail analyse l'usage des mots de remplissage dans le discours spontané des jeunes Mexicains, particulièrement dans des contextes scolaires et informels, à partir d'entretiens enregistrés, transcrits et observés. Nous examinons des mots de remplissage et divers allongements vocaliques qui participent à la construction du discours. Le projet adopte une approche qualitative centrée sur l'analyse pragmatique et sociolinguistique afin de comprendre le fonctionnement réel de la réalité juvénile. Alors, euh, comme vous savez, moi, je travaille maintenant au lycée numéro 17 de l'Université autonome de Nuevo-Léon. Et moi, en tant que prof, j'aime maintenir une très bonne relation avec mes élèves. Donc, quand on a de temps libre, j'essaie parfois de discuter, de parler avec eux des sujets de leur intérêt. Par exemple, les films qu'ils aiment, la musique, les sports, les jeux vidéo, etc. Et quand on parle, je me suis rendu compte qu'il utilise beaucoup de mots de remplissage, ou en espagnol, des muletillas. Oui. Et je me suis posé la question, pourquoi utilise-t-il beaucoup de mots de remplissage? Si beaucoup de mots de remplissage. Et c'est avec cette question-ci que je peux résumer aussi la problématique de ma recherche. La question centrale, c'est pourquoi les jeunes utilisent-ils si souvent des mots de remplissage? Et aussi, très important, quelles sont les fonctions de ces mots de remplissage? Pourquoi les utiliser? Puis, quels sont le jeu, quels sont le rôle, pardon, quels sont les rôles à jouer dans le discours des jeunes Mexicains? Puis, l'hypothèse soutient que ces formes ne sont pas insérées par hasard, mais qu'elles remplissent des fonctions précises. Et dans quelques minutes, on abordera ces fonctions précises. On en a trouvé quatre. Oui. Objectif de recherche. Numéro un, identifier les mots de remplissage les plus utilisés par les jeunes Mexicains afin de constituer un inventaire précis et comprendre leur récurrente dans divers contextes de communication. Objectif numéro 2. Décrire les fonctions pragmatiques et sociales des muletillas dans le discours quotidien des jeunes. Objectif numéro 3. Observer la variation contextuelle de l'usage des mots de remplissage selon la situation de communication en comparant les interactions formelles et informelles dans la vie quotidienne des jeunes. On passe à la partie suivante, la méthodologie. Euh,
Alors, comment s'est déroulé tout ce processus? Quelle était l'approche adoptée? Quel a été l'instrument utilisé pour la collecte de données, etc. Bon, je vais vous expliquer tout cela dans cette étape, dans dans l'étape de la méthodologie. D'accord? Cette recherche adopte un modèle qualitatif microsociolinguistique. Alors, qu'est-ce que qualitatif veut dire? Donc, on a utilisé une approche qui se centre plutôt dans les caractéristiques et les qualités des données, d'accord? Et pas plutôt dans les chiffres, parce que on aurait pu aussi faire cette recherche en utilisant une approche quantitative, mais il aurait fallu faire une collecte de données plus élargie, plus épandue. Alors, à cause des circonstances, maintenant, on a décidé seulement d'utiliser une approche qualitative, mais peut-être dans le futur, on pourra euh, faire faire une autre étude, une autre recherche en utilisant, pourquoi pas, un modèle mixte, oui, une approche mixte, en mélangeant le modèle qualitatif et quantitatif. Mais maintenant, pour les buts de cette recherche, on a utilisé un modèle qualitatif. 5 entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec des adolescents de 16 à 18 ans. Les séances ont été enregistrées, transcrites puis codées. On a évidemment enregistré les entretiens en utilisant un portable, puis on les a transcrits et à la fin, on a codé chaque entretien selon le système Valesco. Oui, pour marquer les pauses, les allongements dans les dialogues et les interruptions, etc. Et puis, après tout cela, on a identifié quatre fonctions principales des mots de remplissage. La première, c'est la prise du tour. La deuxième, c'est la planification. La troisième, c'est l'atténuation. Et la quatrième, c'est l'organisation narrative. Mais on en parlera plus à détail dans quelques minutes. D'accord? Le corpus est limité, mais il offre une observation détaillée du fonctionnement réel de la parole. Les données audio permettent également de détecter les pauses, les allongements vocaliques et les hésitations. On passe maintenant et, et on voit ici les problématiques qui sont ressorties lors de la collecte de données. La première, et je crois que c'est la problématique principale, la problématique la plus importante qui empêchait un peu le projet, a été la paradoxe de l'enquêteur. Alors, qu'est-ce que la paradoxe de l'enquêteur? On l'a déjà expliqué euh, dans dans d'autres exposés. Mais bon, évidemment, si on fait l'entretien avec l'élève, euh, il va éviter de dire certaines choses, n'est-ce pas? Il n'est pas à l'aise complètement, donc il va parler de manière plus correcte, entre guillemets. Pour éviter la paradoxe de l'enquêteur, il aurait fallu faire l'entretien à microphone caché avec un ou une camarade de la salle de classe pour pouvoir enregistrer les données, n'est-ce pas, les entretiens. Mais bon, tout cela aurait fait plus complexe la recherche et on est resté seulement avec un entretien ouverte. Ouverte, je veux dire que moi, j'ai enregistré de manière ouverte l'entretien. Oui. Problématique numéro 2.
difficulté par rapport à la disponibilité des participants. Euh, pour cette problématique, hmm, je suis conscient, je sais que le minimum pour chaque entretien, la durée minimale pour chaque entretien, ce sont entre 10 et 15 minutes. Mais bon, bon, moi, j'ai beaucoup de choses à faire, vraiment, dans une heure de classe. Je dois expliquer le sujet, je dois mettre les activités à faire, je dois réviser les activités et je dois me préparer en avance pour le cours suivant. Et j'ai décidé alors de faire les entretiens pendant la pause des élèves. Évidemment, pendant la pause, on n'a pas beaucoup de temps. On a seulement 25 30 minutes. Donc, c'est à cause de la manque c'est à cause du manque du temps, pardon, qu'on a réalisé des entretiens courts. Oui, des entretiens environ 5 minutes chacune. Mais pour une autre recherche, ce serait important de choisir et de faire un corpus plus élargi, plus épandu, n'est-ce pas? Parce que cette problématique a empêché un peu la collecte de données, mais bon. Et imprévu, interruption, bon, comme je vous ai expliqué déjà, j'ai fait les entretiens pendant la pause et évidemment, il y avait beaucoup de bruit externe. Il y avait du bruit d'autres élèves. Il y avait, en fait, dans un entretien, on était interrompu par un professeur qui demandait ce que nous étions en train de faire. Et la quatrième difficulté par rapport à l'instrument. Dans cette difficulté, moi, je me suis trompé au moment de la création de l'instrument, je dois l'admettre. Parce que je pensais que les questions allaient être plus intéressantes pour les élèves, mais ce n'est pas le cas. Ils ont répondu toutes les questions en deux ou trois phrases. Alors, ça n'a pas marché comme je l'avais prévu. Et je voulais déclencher la parole chez les élèves d'une autre manière, en posant d'autres questions et en suivant le discours. Mais si j'aurais fait, si j'aurais réalisé un autre instrument, et ce serait mieux. Et voici un exemple du corpus. Voilà les secondes, les minutes de chaque ligne, n'est-ce pas? Personne A, personne B, évidemment, moi je suis la personne A, et puis l'interviewé, c'est la personne B. Voici toute la codification pour le système Valesco, et voici les mots de remplissage dans cet exemple. Pos, va, pues, o sea, pues, etc. Et voici, vous pouvez regarder aussi également. Et ce sont des allongements vocaliques. Oui, ce sont des allongements vocaliques. Et même si ces allongements vocaliques ne sont pas vraiment strictement des mots de remplissage, ce sont des stratégies pour remplir un silence dans les discours des élèves. Et c'est pour ça que je les ai prises en compte aussi. Voilà, maintenant on continue avec le plus important, à mon avis, les résultats. On a trouvé, comme je vous disais, quatre fonctions, fonction numéro un, fonction 2, fonction 3 et fonction 4. On va commencer évidemment par la fonction numéro un. Prise du tour et maintien du rythme. Les muletillas servent à lancer la parole, maintenir le tour et éviter les silences brusques. Elles donnent un appui sonore,
stabilisent l'entrée dans le discours et permettent de garder le contrôle interactionnel pendant l'échange. Y voici quelques exemples. Pues estábamos en clase de ciencias sociales. Normalmente casi siempre salgo al cine. Pues, no sé, a lo mejor. Alors, dans ces exemples, on peut regarder que la majorité, bon, toutes les mots de remplissage se trouvent au début de la phrase. Oui. Et cette fonction est utilisée pour garder le tour de parole. Oui, imaginons que je pose une question à un élève, à un ou une élève, et ils sont en train de penser à la réponse, mais ils veulent garder son tour. Ils veulent nous indiquer, nous montrer qu'ils vont répondre, mais attendez, oui, je vais garder mon tour en prononçant des mots comme pues ou des allongements vocaliques tels que mm, pour garder le tour de parole. Oui. La fonction numéro 2, c'est similaire à la fonction précédente, planification du discours. Dans cette fonction, les élèves vont gagner du temps, entre guillemets. Ils vont gagner du temps pour réfléchir aux réponses, d'accord? Mais la principale différence, la différence la plus importante, la plus remarquable, c'est que les mots de remplissage dans ces cas-là peuvent se trouver au milieu de la phrase. Oui. Ils remplissent le silence pendant que l'orateur pense, organise une idée ou cherche une formulation. Ces sons soutiennent la parole en cours, préservent le tour et montrent une pensée qui se construit progressivement à l'oral. Oui. Fonction numéro 3, atténuation et mitigation. D'accord? Certaines muletillas adoucissent une affirmation, réduisent l'intensité ou la rendent moins directe. Elles permettent d'exprimer une idée sensible sans confrontation et protègent la face du locuteur dans un contexte social. Donc, voici quelques exemples. Como que con mis amigos siento un poco más de comodidad. Pues hablarle con maldiciones a mis papás. A veces se me sale una. Donc, quand on est en train de parler d'un sujet plus intime, d'un sujet plus personnel, peut-être un sujet difficile à traiter, les élèves vont utiliser de- des mots, des mots de remplissage pour réduire, pour diminuer l'intensité de leurs commentaires. Oui, c'est ça. Fonction numéro 4, organisation narrative. Ces marqueurs guident la progression du récit, relient des fragments d'informations et ordonnent les événements dans le temps. Ils construisent la continuité narrative et facilitent la compréhension globale du discours. Voici quelques exemples. Empezamos a jugar Kahoot y de ahí pues todos nos acostamos y pues ya estábamos ahí platicando. Llego, me estoy un rato afuera, luego ya entro y ya luego estamos aquí esperando. Donc, organiser son discours, on va utiliser aussi des mots de remplissage tels que y pues, luego, y de ahí, etc. D'accord? Et c'est comme ça que les élèves, dans ces cas-là, vont utiliser les mots de remplissage en suivant ces quatre fonctions. Oui. Et pour conclure et pour fermer la recherche, voici une petite conclusion. Les mots de remplissage ne sont pas un défaut, mais une compétence interactionnelle. Alors, utiliser des mots de remplissage ne signifie pas que j'ai un vocabulaire très pauvre, oui, sinon que il y a des fonctions réelles pour ces mots, pour ce type de mots. Ils structurent
rythment et adoucissent l'oralité jeune. Et ben, on pourrait penser que les jeunes ont un vocabulaire pauvre, assez pauvre, parce qu'ils utilisent beaucoup de mots de remplissage, mais il faut tenir en compte aussi qu'ils continuent à développer leur discours. Ils continuent à apprendre de nouveaux mots. Ils continuent à apprendre de nouvelles structures et comment parler. Oui, ils continuent à adopter de nouvelles structures de leur région, de leur pays. Donc, les mots de remplissage, ce ne sont pas des défauts. Oui, c'est une stratégie c'est une stratégie pragmatique pour remplir des silences avec différentes fonctions, comme nous venons de le voir. Cependant, le corpus reste réduit et influencé par le contexte scolaire, comme je vous disais dans les problématiques. Pour une étude future, il serait pertinent d'enregistrer une meilleure quantité de conversations naturelles hors un enregistrement perceptible, comparer régions du Mexique et analyser l'évolution selon l'âge ou le groupe social, ou d'autres caractéristiques telles que le sexe, euh, le niveau économique, le, le degré d'études, etc. D'accord? Ce travail ouvre la voie à une compréhension plus fine du discours adolescent. Alors, ce serait tout de ma part. J'espère que vous avez aimé et si jamais vous avez du feedback, j'aimerais vous écouter. Je sais que ce travail, ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à améliorer et, et bon, j'attends votre feedback et au revoir. À la prochaine. Au revoir.